Je crois que nous avons affaire à des professionnels. Bonjour et bienvenue dans ce cours de première spécialité physique-chimie consacré au gaz. Pour introduire cette vidéo, nous allons voir trois photos. La première montre une personne en train de gonfler le pneu de sa voiture. La deuxième montre une personne en train de comprimer de l'air enfermé dans une seringue. Et la troisième montre une bouteille de gaz qui est en train d'être chauffée. Quel est le point commun de ces trois situations? Dans ces trois situations, on cherche à augmenter la pression du gaz. Donc nous allons essayer de modéliser le comportement d'un gaz afin de comprendre quels sont les différents moyens d'augmenter la pression d'un gaz. Pour cela, nous allons d'abord définir l'état gazeux. Ensuite, nous verrons quelles sont les grandeurs qui permettent de caractériser cet état gazeux. Et enfin, nous verrons ce qu'on appelle l'équation du gaz parfait. Quelles sont les différences entre les états solides, liquides et gazeux? Alors le but, ça va être de faire le lien entre ce qui se passe d'un point de vue microscopique, les atomes, les molécules, et l'aspect macroscopique de la matière. Donc pour cela, je vais utiliser une animation. Cette animation va simuler les trois états de la matière. Ici, je vais pouvoir choisir la nature des atomes ou molécules que je vais étudier. Moi, je vais prendre le dioxygène. Donc vous voyez ici, sont représentés la molécule d'oxygène avec les deux atomes d'oxygène. En premier temps, je suis à l'état solide. Donc vous voyez que les atomes d'oxygène sont liés entre eux, on dit qu'ils forment une structure figée. Il y a juste un mouvement d'oscillation qui va être plus ou moins important. Par exemple, si je refroidis, vous voyez que ce mouvement il est moins important, et si je chauffe, il est accentué. Donc maintenant, je vais passer à l'état liquide. À l'état liquide, donc les molécules sont toujours liées entre elles, mais ces liaisons ne vont plus être permanentes et elles vont pouvoir se décrocher pour se refixer ailleurs. Troisième état, état gazeux. Là, vous voyez, cette fois-ci, les molécules sont détachées. Elles sont quasiment libres, elles occupent tout le volume qui leur est offert. Je vais essayer de résumer ce que l'on vient de voir à travers cette animation. Donc à l'état solide, on peut dire que les molécules sont liées entre elles par des liaisons intermoléculaires fortes et permanentes. La conséquence, c'est que ces molécules vont être figées. Ainsi, un solide aura une forme et un volume constants. À l'état liquide, ces liaisons intermoléculaires sont toujours fortes mais non permanentes. Conséquence, les molécules vont pouvoir se détacher et donc avoir une mobilité dite relative. Et la conséquence, c'est que le volume sera toujours constant, mais la forme sera variable. La conséquence, c'est que les liquides vont pouvoir s'écouler. Les gaz ont des liaisons intermoléculaires quasiment inexistantes. Les molécules vont pouvoir se déplacer et sont quasiment libres. Et la conséquence, c'est que la forme et le volume vont être variables. Pour modéliser le comportement d'un gaz, on va utiliser un modèle très simple qui est le modèle du gaz parfait. Quelles sont les caractéristiques justement de ce modèle du gaz parfait? Il y en a deux. La première consiste à assimiler les molécules à des points matériels sans volume. Donc ici vous avez une illustration, une molécule quelconque, et donc on va la remplacer par un point qui n'aura aucun volume et qui aura la masse de la molécule. C'est le même principe qu'on avait utilisé en mécanique. Ensuite, la deuxième caractéristique, on a vu que les gaz avaient des liaisons intermoléculaires très faibles. Donc là, on va partir du principe qu'elles sont inexistantes. Donc absence de ces liaisons intermoléculaires. Conséquence, les seules interactions qui ont lieu entre les molécules sont des chocs élastiques comme des boules de billard. À présent, nous allons définir les différentes grandeurs que l'on utilise pour caractériser un gaz. On va les classer en deux catégories. Tout d'abord, les grandeurs dites microscopiques. Donc, ce sont des grandeurs qui vont être définies à l'échelle de l'atome de la molécule. Par définition, ces grandeurs ne seront pas accessibles à l'homme, donc non mesurables. Pour bien comprendre à quoi elles correspondent, donc je fais apparaître ici un volume V, délimité ici par le cercle, de gaz, qui va contenir grand N molécules. Donc les molécules sont représentées ici. Et vous voyez à côté les flèches. Les flèches symbolisent la vitesse de déplacement des molécules. On va définir deux grandeurs. La première, c'est la vitesse moyenne de déplacement des molécules, qu'on notera petit v. Donc vous pouvez regarder ici que les flèches qui correspondent à la vitesse de déplacement des molécules ne sont pas les mêmes. Donc on va estimer la moyenne des vitesses de déplacement des molécules. Et une fois qu'on a cette grandeur, on va exprimer l'énergie cinétique moyenne d'une molécule en faisant un demi de la masse d'une molécule fois la vitesse moyenne de déplacement des molécules. La deuxième grandeur, ça va être le nombre de molécules par mètre cube ou densité moléculaire qu'on obtient en faisant le rapport du nombre de molécules divisé par le volume occupé par les molécules. La deuxième catégorie de grandeur sont les grandeurs dites macroscopiques. Macroscopique, ça veut dire que c'est à l'échelle humaine. En fait, l'homme a créé ces grandeurs pour pouvoir les mesurer. Alors la première de ces grandeurs, c'est justement la température. Donc nous allons le voir à travers une animation à quoi correspond cette grandeur. Voici cette animation. Donc vous avez ici les molécules symbolisées par ces sphères en bleu, donc délimitées dans un certain volume. Et ici je vais pouvoir chauffer donc ce gaz. Et regardez ce qui se passe au niveau du thermomètre. Donc vous voyez que la température mesurée par thermomètre augmente. Et au niveau des molécules, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la vitesse de déplacement des molécules augmente.
Comme on vient de le voir, la température est liée à la vitesse de déplacement des molécules. Et en fait, pour être précis, elle est proportionnelle à l'énergie cinétique moyenne des molécules, le 1,5 de m, la masse d'une molécule, fois la vitesse au carré moyenne de déplacement des molécules. Dit autrement, plus l'agitation des molécules est importante, plus la température sera élevée. Alors, quelle est l'unité de la température? Au quotidien, on utilise le degré Celsius, mais l'unité légale en physique-chimie, c'est le Kelvin, que l'on notera grand K. À quoi correspond une température de 0 Kelvin? Donc imaginons qu'on ait un gaz et qu'on le refroidisse. Il va passer après à l'état liquide, puis à l'état solide. Vous vous rappelez qu'à l'état solide, même si les molécules étaient figées, elles avaient un mouvement vibratoire, on va dire, autour d'une position d'équilibre. Et donc si l'on baisse la température, ce mouvement va petit à petit s'atténuer pour devenir nul. Et à ce moment-là, la température sera de 0 Kelvin. La température de 0 Kelvin correspond à soit les particules, donc molécules ou atomes immobiles, ou carrément l'absence de ces molécules. Donc en fait, c'est une limite infranchissable. 0 Kelvin, c'est matière figée ou particules absentes. Et est-ce que l'on peut avoir une température négative? Bien sûr que non, parce que ça voudrait dire qu'on est en dessous de l'immobilité ou de l'absence des molécules, ce qui n'a pas de sens. Donc au minimum, la température est de 0 Kelvin. Au quotidien, on va plutôt utiliser le degré Celsius pour exprimer une température. Alors comment passe-t-on des degrés Celsius au Kelvin? En fait, il existe une simple relation de translation qui relie donc les deux unités. La température en degrés Celsius, si on rajoute 273, on obtient la température exprimée en Kelvin. Donc pour bien comprendre, je vous fais apparaître ici un axe où au-dessus j'ai représenté la température exprimée en Kelvin et en dessous la température exprimée en degrés Celsius. Donc si la température vaut 0 degrés Celsius, on a donc 273 Kelvin. Et si on veut avoir le 0 Kelvin, vous vous rappelez, c'est ce qu'on appelle le zéro absolu, il faut que la température exprimée en degrés Celsius soit de moins 273 degrés Celsius. Alors maintenant, nous allons passer à la deuxième grandeur à l'échelle macroscopique, qui est la pression. Et comme pour la température, nous allons voir une animation pour essayer de comprendre quel est le lien entre ce qui se passe à l'échelle microscopique et cette grandeur macroscopique qu'est la pression. Voici l'animation qui nous permet de comprendre de quel paramètre dépend la grandeur pression. Alors, ici vous avez d'abord le thermomètre qui nous indique moins 100 degrés Celsius. Donc vous voyez, si je le convertis en Kelvin, et si on reprend l'expression qu'on a vue tout à l'heure, moins 100 plus 273, ça nous fait bien 173 Kelvin. Donc là, je vais le laisser en Kelvin. Alors la question qu'on va se poser, c'est sur quel paramètre doit-on agir si l'on veut augmenter la pression? Alors première possibilité, c'est de chauffer. Donc si je chauffe ici, vous vous rappelez la conséquence, c'est que la vitesse d'agitation des molécules augmente, donc la température augmente, et vous voyez qu'en même temps, le manomètre, la pression augmente. Donc ça, c'est le premier paramètre. Deuxième paramètre, si j'ajoute ici des molécules, surveillez le manomètre, vous voyez que la pression augmente. Donc en ajoutant des molécules, je fais augmenter la pression. Et troisième paramètre, je vais ici réduire le volume. Donc regardez ce qui se passe, si je réduis le volume, pareil, la pression augmente. Conclusion, donc on vient de voir que la pression est liée à l'agitation des molécules, et plus particulièrement à l'énergie cinétique moyenne des molécules, puisque lorsqu'on a chauffé, la température a donc augmenté, mais on a vu que la pression aussi a augmenté. Et ensuite, elle va être liée aussi au nombre de molécules présentes. C'est-à-dire plus ce nombre sera grand, plus la pression va augmenter. Et plus précisément, c'est le N sur V, donc la densité moléculaire qu'on avait vu, qui va jouer un rôle, puisque si on fait varier le volume, s'il diminue, pareil, la pression va augmenter. Ainsi, on peut dire que plus l'agitation des molécules et plus la densité moléculaire est importante, plus la pression est élevée. Quelle est l'unité de la pression? Donc en physique, l'unité légale va être le pascal, que l'on note P majuscule et petit a. Cependant, au quotidien, on va préférer utiliser le bar. Pourquoi? Parce que le bar, ça correspond environ à la pression ambiante de l'air. Quand on nous dit qu'il y a 2 bars de pression, en fait, c'est 2 fois plus que la pression atmosphérique. Comment est-ce que l'on passe du bar au pascal? En fait, un bar, c'est 10 puissance 5 pascal. Donc si j'ai 3 barres de pression, j'aurai 3 10 puissance 5 pascal. Ensuite, il faut savoir une chose, c'est que lorsque l'on mesure la pression avec des capteurs classiques, en fait, ils ne vont pas nous indiquer ce qu'on appelle la pression que l'on vient de définir, mais ils vont nous indiquer ce qu'on appelle une pression relative. Alors, je vous explique pourquoi. En fait, pression relative, c'est la pression qu'il règne par rapport à la pression atmosphérique. C'est-à-dire, si le capteur là, il indique 0 bar, ça veut dire que je mesure la pression atmosphérique. S'il m'indique par exemple 2 bars, ça veut dire qu'il y a 2 bars de plus que la pression atmosphérique. Donc la pression, c'est la somme de cette pression relative plus la pression atmosphérique qui vaut environ 10 puissance 5 pascal. L'équation du gaz parfait va être une relation mathématique qui va relier les différentes grandeurs macroscopiques qui caractérisent un gaz. Donc je vous la fais apparaître ici. En fait, cette équation du gaz parfait s'écrit ainsi: P fois V égale N fois R fois T. Donc
Donc je vais passer en revue ces différentes lettres et pour préciser à quoi elles correspondent. Donc la première lettre c'est P ici et c'est la pression qui va s'exprimer en pascal. Alors, il faut savoir que souvent dans les énoncés la pression sera exprimée en bar, donc il faut savoir passer des bars au pascal, donc 1 bar égale 10 puissance 5 pascal. La deuxième lettre, le V, correspond au volume. Donc en physique, le volume s'exprime en mètres cubes. Pareil, dans les énoncés, souvent vous l'aurez en litres. Donc il faut savoir convertir les litres en mètres cubes. Donc un litre, c'est 10 puissance moins 3 mètres cubes. Ou dit autrement, dans un mètre cube, il y a 1000 litres. Ensuite, la troisième lettre, le N, c'est ce qu'on a vu en chimie, la quantité de matière qui s'exprime en mol. La quatrième lettre, donc le R, c'est ce qu'on appelle la constante du gaz parfait. Donc c'est une valeur qui vaut 8,31 joules par mol et par Kelvin. Et la dernière, la température, qui s'exprime en physique en Kelvin. Et souvent dans les énoncés, vous aurez la température exprimée en degrés Celsius. Donc il faudra savoir passer des degrés Celsius au Kelvin en rajoutant 273. Pour conclure, nous allons revenir sur la question qu'on s'était posée lors de l'introduction, qui était la suivante. Comment augmenter la pression d'un gaz? Pour répondre à cette question, je vais utiliser justement l'équation du gaz parfait qu'on vient d'établir et qui dit que le produit de P fois V égale au produit de N fois R fois T. Je vais isoler la pression puisque c'est la grandeur qui m'intéresse ici. Et donc on peut dire que la pression c'est N fois R fois T que divise V. Et là je fais apparaître mes trois variables. Donc N, la quantité de matière ici, 1 sur V avec V ici le volume de gaz et T la température. R n'étant pas une variable puisque c'est une constante. Et donc maintenant, je vais pouvoir interpréter les trois situations que l'on avait vues lors de l'introduction. Donc la première, c'était une personne qui gonflait son pneu. Donc qu'est-ce que l'on fait quand on gonfle un pneu? En fait, on ajoute des molécules d'air, donc de dioxygène diazote. Donc on va modifier la quantité de matière. Donc si N augmente, la pression va augmenter. Deuxième situation, donc on voyait une personne qui appuyait ici sur un piston pour faire diminuer le volume d'air contenu ici dans la seringue. Si V diminue, 1 sur V augmente, donc la pression augmente. Et troisième situation, donc on avait ici une bouteille de gaz qui était chauffée. Donc l'effet ici du chauffage va être que la température va augmenter et donc la pression va augmenter. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et à bientôt. C'est de toute beauté.